En décembre 1847, lorsque les gendarmes du roi Louis-Philippe découvrirent les ossements de 17 nourrissons dans les caves du couvent Sainte-Marguerite de Limousin, ils ne pouvaient imaginer qu'ils venaient de mettre au jour l'un des scandales les plus sombres de la monarchie de Juillet. Car ces petits corps, soigneusement alignés dans des cercueils de bois blanc, portaient tous le même sceau gravé au fer rouge, les armoiries des Villeneuve. Avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé dans ce couvent isolé des collines limousines, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Car cette histoire, mes chers auditeurs, pourrait bien avoir eu lieu plus près de chez vous que vous ne l'imaginez. L'année 1773 marqua le début de ce qui allait devenir l'une des pages les plus noires de l'histoire religieuse française. À cette époque, la région du Limousin vivait encore sous l'emprise d'une noblesse terrienne puissante, où les alliances entre châteaux et couvents tissaient un réseau d'influence que même le roi ne pouvait défaire d'un simple décret. Les couvents Sainte-Marguerite se dressaient à une lieue du village de Châteauvert, perché sur une colline que les brouillards d'automne enveloppaient 9 mois sur 12. Construite en 1698 par les soins de Marguerite de Villeneuve, veuve du marquis Henri-François de Villeneuve, cet édifice de pierre grise abritait une communauté de sœurs cloîtrées, vouées au silence et à la pénitence. Ses murs épais de 3 pieds, ses fenêtres étroites comme des meurtrières et ses couloirs qui résonnaient du moindre pas, tout dans cette architecture évoquait davantage une forteresse qu'un sanctuaire. La famille Villeneuve régnait sur ces terres depuis le règne de Louis XIV. Leur château, visible depuis les fenêtres du couvent, dominait une vallée fertile où s'étendait leur domaine. 3 générations s'étaient succédé dans la protection de Sainte-Marguerite. D'abord Marguerite la fondatrice, puis son fils Charles-Antoine, et enfin le petit-fils, Édouard-Marie de Villeneuve, qui hérita en 1773 d'un titre, d'une fortune considérable et d'un secret de famille qui allait empoisonner sa conscience jusqu'à sa mort. En cette fin de siècle des Lumières, alors que Voltaire tonnait contre les superstitions et que l'encyclopédie remettait en question l'autorité de l'Église, le couvent Sainte-Marguerite demeurait un îlot de tradition immuable. Les paysans des environs parlaient de cet endroit avec un mélange de respect et de crainte. On racontait que les sœurs y pratiquaient des mortifications, si sévères que leurs cris de pénitence traversaient parfois les murs. On murmurait aussi que certaines femmes y entraient enceintes et en ressortaient différentes. C'est par une nuit de janvier 1774 que tout commença vraiment. Marie-Clotilde Rousseau, fille d'un marchand de Limoges, enceinte de 8 mois et répudiée par sa famille, fut conduite au couvent par un homme encapuchonné. Les registres du couvent, tenus d'une écriture serrée par la mère supérieure, sœur Agnès de la Croix, mentionnent laconiquement « Reçu ce jour Marie-Clotilde Rousseau, âgée de 17 ans, pour pénitence et délivrance spirituelle. Dot versée par bienfaiteur anonyme, 200 livres. » Ce qui rendit cette arrivée particulière, ce ne fut pas la jeunesse de Marie-Clotilde, ni même son état. Le couvent accueillait régulièrement des femmes en détresse. Non, ce qui frappa sœur Bénédicte, la portière, ce fut l'attitude de l'homme qui l'accompagnait. Sous son capuchon, elle avait reconnu les traits fins et la cicatrice au menton d'Édouard-Marie de Villeneuve. Mais surtout, elle avait remarqué la mallette de cuir qu'il portait, ornée du même sceau que celui qu'elle avait vu des dizaines de fois sur les lettres officielles du château. L'état de Marie-Clotilde lors de son arrivée troubla également sœur Bénédicte. La jeune femme semblait dans un état de stupeur étrange, répondant aux questions par des hochements de tête, les yeux vides et les gestes mécaniques. Ses vêtements, bien que simples, étaient de bonne qualité et sentaient une herbe amère que la portière ne put identifier. Plus tard, sœur Bénédicte apprendrait que cette odeur caractéristique accompagnait toujours les nouvelles arrivantes, conduites par les hommes à la mallette. Marie-Clotilde accoucha 3 semaines plus tard,
par une nuit de tempête où les hurlements du vent couvraient ses cris de douleur. Sœur Marthe, la sage-femme du couvent, assista seule à cette naissance dans la cellule numéro 7 du corridor des pénitentes. L'enfant, un garçon vigoureux aux cheveux blonds, poussa son premier cri vers 3 heures du matin. Mais étrangement, dès l'aube, plus aucun pleur ne résonna dans les couloirs. Ce qui se passa cette nuit-là dans la cellule 7 ne fut jamais officiellement rapporté, mais sœur Bénédicte, qui veillait dans la chapelle proche, entendit des détails troublants. Vers 5 heures du matin, alors que les premières lueurs de l'aube perçaient les vitraux, elle perçut des pas feutrés dans le corridor des pénitentes, puis des voix étouffées, celle de sœur Agnès reconnaissable entre toutes, et celle, plus grave, d'un homme qui n'aurait pas dû se trouver dans cette partie du couvent réservée aux femmes. Les fragments de conversation qu'elle saisit la glacèrent. « L'enfant est parfait. La mère doit être préparée, comme convenu avec les acheteurs. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de sœur Bénédicte comme un glas funèbre. Quelque chose d'innommable se tramait entre ces murs consacrés. Quand sœur Bénédicte apporta le bouillon matinal à Marie-Clotilde, elle trouva la jeune femme prostrée contre le mur de pierre, les yeux vides, murmurant sans cesse « Ils me l'ont pris. Ils me l'ont pris. » Interrogée, Marie-Clotilde ne put donner aucune explication cohérente. Elle prétendait qu'au petit matin, sœur Agnès était venue chercher l'enfant pour le baptême, mais que depuis, elle n'avait eu aucune nouvelle de son fils. La mère supérieure, questionnée par ses sœurs inquiètes, expliqua que l'enfant avait été confié à une famille pieuse de la région, selon la volonté divine et les arrangements pris avec nos bienfaiteurs. Quand sœur Bénédicte osa demander quelle famille, sœur Agnès la fixa de ses yeux gris acier et répondit sèchement « Les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres, ma sœur. Et le vœu de silence que nous avons prononcé s'applique particulièrement à ces questions. » Les mois qui suivirent transformèrent Marie-Clotilde. La jeune femme, autrefois vive et bavarde selon les témoignages, sombra dans un mutisme inquiétant. Elle passait ses journées agenouillée dans la chapelle, fixant la statue de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, et certaines sœurs l'entendaient parfois gémir « Rendez-le-moi, rendez-moi mon petit ». En août 1774, Marie-Clotilde disparut du couvent. Officiellement, selon le registre tenu par sœur Agnès, elle avait quitté notre sainte maison pour rejoindre sa famille à Limoges, l'âme purifiée par la pénitence et réconciliée avec le Seigneur. Mais quand le père de Marie-Clotilde, le marchand Rousseau, se présenta au couvent en septembre pour réclamer sa fille, on lui répondit qu'elle était partie depuis des semaines pour une destination inconnue. L'affaire aurait pu s'arrêter, là, comme tant d'autres drames familiaux de cette époque troublée. Mais en octobre de la même année, une nouvelle pensionnaire arriva au couvent. Jeanne-Baptiste Moreau, 19 ans, enceinte de 6 mois, conduite elle aussi par un homme encapuchonné que sœur Bénédicte reconnut sans peine. La même mallette de cuir, les mêmes manières aristocratiques, la même cicatrice au menton. Le schéma se répéta. Accouchement dans la cellule 7, enfant vigoureux, une fille cette fois, qui disparut dès l'aube. Jeanne-Baptiste, contrairement à Marie-Clotilde, ne sombra pas dans la mélancolie. Elle exigea des explications, menaça de porter plainte, supplia qu'on lui rende sa fille. Sœur Agnès la fit enfermer 3 jours au cachot pour rébellion contre l'autorité divine. Quand on la libéra, Jeanne-Baptiste était devenue docile, presque absente. Elle ne parla plus jamais de son enfant. En décembre, Jeanne-Baptiste disparut à son tour. Cette fois, même les sœurs commencèrent à s'interroger. Sœur Bénédicte, qui avait une 40aine d'années et servait le couvent depuis 15 ans, n'avait jamais vu autant de jeunes mères partir si soudainement après leur accouchement. L'hiver 1774-1775 fut particulièrement rigoureux dans le Limousin. Les routes étaient souvent impraticables, ce qui expliquait peut-être pourquoi les bienfaiteurs anonymes continuaient d'amener des femmes enceintes au couvent malgré les conditions difficiles.
Entre janvier et mars 1775, 4 nouvelles pensionnaires arrivèrent successivement. Marguerite Lafont, Catherine Beaumont, Anne-Marie Durand et Élisabeth Girard. Toutes enceintes, toutes conduites par l'homme à la mallette de cuir, toutes hébergées dans la cellule 7 pour leur accouchement. Sœur Bénédicte commença alors à tenir un registre secret, griffonné à la hâte sur des bouts de parchemin qu'elle cachait dans sa Bible personnelle. Elle y notait les dates d'arrivée, les noms des femmes, les dates d'accouchement et les dates de disparition. Un motif troublant émergea. Aucune de ces femmes ne restait plus de 3 mois au couvent après son accouchement. Toutes partaient subitement, sans laisser d'adresse, sans prendre congé des sœurs avec qui elles avaient parfois noué des liens. Au fil des semaines, sœur Bénédicte affina ses observations. Elle remarqua que chaque nouvelle arrivante présentait les mêmes symptômes étranges. Cette stupeur caractéristique, cette docilité inhabituelle et surtout cette odeur d'herbe amère qui imprégnait leurs vêtements. Intriguée, elle finit par identifier la source de cette odeur en fouillant discrètement dans les affaires de l'une des pensionnaires. De petits sachets de toile contenaient une poudre brunâtre qu'elle reconnut comme de l'opium mélangé à de la mandragore. Cette découverte l'horrifia. Les femmes étaient droguées avant leur arrivée au couvent, maintenues dans un état de dépendance qui expliquait leur passivité anormale. Cela expliquait aussi pourquoi elles acceptaient si facilement qu'on leur retire leurs enfants et pourquoi elles partaient sans résistance quand on le leur ordonnait. Plus troublant encore, sœur Bénédicte remarqua que chaque départ coïncidait avec la visite nocturne d'un carrosse aux armoiries des Villeneuve. Ce carrosse, elle l'avait aperçu plusieurs fois depuis sa fenêtre, toujours entre 1 et 3 heures du matin, toujours suivi du départ d'une pensionnaire dans les jours suivants. Mais où emmenait-on ces femmes? Et dans quel état? Une nuit de février 1775, poussée par une curiosité morbide, sœur Bénédicte se posta à sa fenêtre pour observer l'un de ces départs nocturnes. Catherine Beaumont, qui avait accouché d'une fille 15 jours plus tôt, fut escortée vers le carrosse par 2 hommes en noir. Dans la lumière blafarde de la lune, la religieuse put voir que Catherine titubait comme une ivrogne, soutenue par ses accompagnateurs. Ses gestes étaient lents, mécaniques, et elle ne semblait pas consciente de ce qui lui arrivait. Quand l'un des hommes l'aida à monter dans la voiture, Catherine leva brièvement la tête vers les fenêtres du couvent. Sœur Bénédicte frissonna en croisant ce regard vide, inexpressif, celui d'une personne dont l'âme semblait avoir été éteinte. Le carrosse s'éloigna dans la nuit, emportant Catherine Beaumont vers un destin que sœur Bénédicte n'osait imaginer. En mars 1775, l'événement qui allait tout changer se produisit. Élisabeth Girard, la plus récente arrivée, accoucha d'un fils dans des conditions dramatiques. Contrairement aux autres, cette jeune femme de 22 ans avait résisté aux drogues. Son tempérament naturellement robuste et sa méfiance instinctive l'avaient poussée à dissimuler les sachets de poudre qu'on lui donnait au lieu de les consommer. L'enfant était chétif, prématuré, et sœur Marthe douta qu'il survive à la nuit. Contrairement à l'habitude, le nouveau-né ne fut pas emmené à l'aube. Il resta dans la cellule avec sa mère, qui le veilla jour et nuit, refusant de s'en séparer même pour les repas. Élisabeth avait compris, avec l'instinct maternel le plus primitif, que son enfant était en danger. 3 jours plus tard, vers minuit, sœur Bénédicte fut réveillée par des cris provenant du corridor des pénitentes. Elle se leva, enfila sa bure et se dirigea vers la cellule 7. Ce qu'elle vit la marqua à vie. Élisabeth Girard se débattait avec 2 hommes en noir qui tentèrent de lui arracher son enfant. L'un des hommes était Édouard-Marie de Villeneuve, qu'elle reconnut parfaitement malgré l'obscurité. L'autre était un inconnu, plus âgé, portant les habits d'un médecin ou d'un notaire. « Non !» hurlait Élisabeth. « Il est trop faible. Il va mourir si vous l'emmenez. » Villeneuve répondit d'une voix froide. « Ce n'est plus votre affaire, madame. L'arrangement est conclu. » Sœur Bénédicte, terrifiée, se cacha dans l'ombre et assista à l'enlèvement de l'enfant. Élisabeth Girard
épuisé par l'accouchement et la lutte, s'effondra en sanglots. Villeneuve et son complice emportèrent le nourrisson dans un panier d'osier, comme un vulgaire colis. Le lendemain matin, Élisabeth Girard avait disparu. Cette nuit de mars 1775 transforma sœur Bénédicte. Elle comprit qu'elle était témoin d'un trafic organisé, impliquant la plus haute noblesse de la région et couvert par l'autorité religieuse de leur propre couvent. Mais que pouvait-elle faire? Porter témoignage contre un marquis? Dénoncer sa propre mère supérieure? En cette époque où la parole d'une simple religieuse ne pesait rien face à celle d'un aristocrate, elle savait que toute accusation se retournerait contre elle. Elle décida néanmoins de poursuivre ses observations secrètes. Au printemps et à l'été 1775, le rythme s'accéléra. Presque chaque mois, une nouvelle femme enceinte était conduite au couvent. Sœur Bénédicte remarqua qu'elle venait de régions de plus en plus éloignées, Périgord, Auvergne, parfois même du Berry, comme si un réseau s'était organisé pour approvisionner le couvent en femmes enceintes. Elle remarqua aussi d'autres détails troublants. Les bienfaiteurs qui accompagnaient ces femmes n'étaient pas toujours les mêmes, mais ils portaient tous une bague similaire, un anneau d'or orné d'une pierre rouge. Et tous transportaient la même mallette de cuir marquée des armoiries des Villeneuve. L'été 1775 importa une révélation supplémentaire. Sœur Bénédicte découvrit par hasard que sœur Agnès, la mère supérieure, recevait régulièrement des lettres scellées de cire rouge. Ces lettres arrivaient toujours la veille de l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire, comme si elles annonçaient les livraisons à venir. Un soir de juillet, caché derrière un pilier de la chapelle, sœur Bénédicte surprit une conversation entre sœur Agnès et un homme qu'elle ne put identifier dans l'obscurité. « Les familles de Paris deviennent impatientes, » disait l'homme. « La marquise de Pomerol attend depuis 6 mois. Il nous faut des enfants plus jeunes, plus vigoureux. »« Nos pourvoyeuses font de leur mieux, » répondit sœur Agnès. « Mais il devient difficile de trouver des femmes convenables. Les guerres ont dispersé les populations. Alors élargissez votre zone de recherche. Le marquis de Villeneuve a des contacts en Bretagne et en Normandie. Et n'oubliez pas, les familles payent double pour les garçons. Si cette conversation vous donne des frissons, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va arriver à sœur Bénédicte. L'automne 1775 marqua un tournant dans l'enquête secrète de sœur Bénédicte. La religieuse avait développé une méthode pour épier les activités nocturnes du couvent. Elle prétextait des insomnies dues à des visions mystiques pour obtenir la permission de passer des heures en prière dans la chapelle. De là, elle pouvait observer les allées et venues sans éveiller les soupçons. C'est ainsi qu'elle découvrit l'existence d'une seconde cellule, dissimulée derrière la sacristie, où étaient gardés des nourrissons en attente de placement. Cette pièce, qu'elle n'avait jamais remarquée en 15 ans de service, était accessible par un passage secret aménagé dans l'épaisseur du mur. Sœur Marthe, la sage-femme, y amenait les enfants après les accouchements et les y nourrissait jusqu'à ce que les adoptants viennent les chercher. La nuit du 23 octobre 1775, sœur Bénédicte assista à une scène qui la glaça d'horreur. Un couple aristocratique, escorté par Édouard-Marie de Villeneuve, vint choisir un enfant parmi les 4 nourrissons gardés dans la cellule secrète. L'homme et la femme examinèrent les bébés comme on inspecte du bétail, soulevant leurs langes, tâtant leurs membres, écoutant leurs cris. « Celui-là est parfait », dit la femme en désignant un garçon d'environ 2 mois. « Il a les yeux clairs et semble robuste. »« Excellent choix, madame la comtesse », répondit Villeneuve. Sa mère était d'excellente constitution, fille d'un fermier de l'Auvergne. Les papiers sont prêts, il vous suffit de signer. L'échange qui suivit révéla l'ampleur du trafic. La comtesse remit à Villeneuve une bourse de cuir contenant, d'après le bruit des pièces, une somme considérable. Villeneuve compta rapidement et annonça 1000 livres comme convenu, plus les frais de nourrice et de transport. Et pour les papiers de naissance, demanda le comte. Maître Dubreuil s'en charge.
L'enfant sera officiellement né dans vos terres d'une servante décédée en couche. Personne ne pourra jamais remonter jusqu'ici. Sœur Bénédicte comprit alors que le réseau impliquait non seulement des nobles désireux d'enfants, mais aussi des notaires complices qui falsifiaient les actes de naissance. Les enfants vendus obtenaient ainsi une identité légale parfaitement crédible, effaçant toute trace de leur origine véritable. En décembre 1775, un événement imprévu bouleversa l'équilibre du système. Marguerite Perrin, l'une des jeunes femmes qui avait accouché au couvent 6 mois plus tôt et dont l'enfant avait été placé, réapparut soudainement aux portes du couvent. Contrairement aux autres, elle n'était pas partie volontairement. Elle avait été conduite de force dans un hospice de Clermont-Ferrand où on l'avait gardée en observation médicale tout l'été. Marguerite avait réussi à s'échapper et était revenue réclamer son fils. Mais sa réapparition posait un problème majeur. Officiellement, selon les registres, elle était partie rejoindre sa famille avec reconnaissance pour les soins reçus. Sa présence prouvait que les registres étaient falsifiés. Sœur Agnès tenta d'abord de calmer Marguerite en lui expliquant que son enfant était placé dans une bonne famille chrétienne et qu'elle devait accepter la volonté divine. Mais Marguerite, durcie par des mois d'enfermement forcé, ne se laissa pas impressionner. Elle exigea de connaître l'identité des adoptants et menaça de porter plainte devant les autorités royales si on ne lui rendait pas son fils. La situation devint explosive quand Marguerite reconnut Édouard-Marie de Villeneuve lors de l'une de ses visites nocturnes. Elle l'apostropha publiquement dans la cour du couvent devant plusieurs sœurs. « C'est vous! Vous êtes celui qui m'avait emmené de force à Clermont. Rendez-moi mon enfant. » Villeneuve, pris au dépourvu, tenta de nier. Mais Marguerite décrivit avec précision la cicatrice à son menton, sa bague à pierres rouges et même l'intérieur de son carrosse. Plusieurs sœurs furent témoins de cette confrontation, et le secret commença à se fissurer. Consciente que la situation devenait incontrôlable, sœur Bénédicte prit une décision qui allait changer sa vie. Elle décida de rassembler des preuves concrètes du trafic. Profitant de l'agitation causée par le retour de Marguerite Perrin, elle s'introduisit dans le bureau de sœur Agnès et déroba plusieurs documents compromettants. L'effraction eut lieu par une nuit sans lune de novembre 1775. Sœur Bénédicte avait étudié les habitudes de la mère supérieure pendant des semaines. Chaque mardi, sœur Agnès se rendait au village pour rencontrer le curé de Châteauvert, une absence qui durait généralement 3 heures. Ce délai lui permettrait de fouiller méthodiquement le bureau sans risquer d'être surprise. Le bureau de sœur Agnès occupait une pièce carrée au premier étage du couvent, éclairée par une unique fenêtre donnant sur la cour intérieure. Les murs étaient tapissés de rayonnages contenant les registres de la communauté, les livres de prière et les nombreux volumes de correspondance administrative. Mais c'est derrière un faux panneau, dissimulé par un crucifix de bois sculpté, que sœur Bénédicte découvrit le véritable trésor. Une cassette de fer contenant les documents secrets du réseau. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires suppositions. Les papiers révélaient l'existence d'un réseau organisé impliquant une dizaine de couvents dans tout le centre de la France, coordonné par une société secrète appelée les Protecteurs de l'Innocence. Cette société comptait parmi ses membres des nobles, des bourgeois enrichis, des médecins et même des magistrats. Les documents les plus troublants étaient des catalogues détaillant les caractéristiques des enfants disponibles. Chaque fiche comportait l'âge, le sexe, la couleur des yeux et des cheveux, l'état de santé et même des notes sur le tempérament présumé du nourrisson. Ces fiches étaient accompagnées de dessins au fusain représentant les visages des bébés, comme s'il s'agissait de marchandises à vendre. Une chemise particulière attira l'attention de sœur Bénédicte, marquée « Commande spéciale, clientèle parisienne ». Elle contenait des demandes détaillées de familles nobles, précisant leurs exigences. Garçon aux yeux bleus, cheveux blonds, constitution robuste, pour héritage du nom. Ou encore, fille aux traits fins, pour mariage avantageux dans 15 ans.
Ces commandes étaient signées de noms prestigieux de l'aristocratie française. Les documents détaillaient le fonctionnement du système. Des racoleurs parcouraient les campagnes pour identifier des femmes enceintes en détresse. Ces femmes étaient conduites dans l'un des couvents affiliés, où elles accouchaient dans le secret. Les enfants étaient ensuite vendus à des familles nobles ou bourgeoises infertiles, moyennant des sommes considérables, de 500 à 2000 livres selon l'âge, le sexe et la qualité de l'enfant. Un registre comptable révéla l'ampleur financière de l'opération. Sur les 3 dernières années, le couvent Sainte-Marguerite avait généré plus de 50 000 livres de profit net, somme astronomique pour l'époque. Cette richesse expliquait les récents travaux d'agrandissement du couvent et l'amélioration notable du train de vie de la communauté. Les mères, quant à elles, étaient généralement transférées dans des hospices éloignés où elles étaient maintenues sous sédatifs ou enfermées pour troubles mentaux. Certaines, jugées trop dangereuses ou trop revendicatives, étaient simplement éliminées. Une lettre particulièrement glaçante, signée de la main d'Édouard-Marie de Villeneuve, détaillait les tarifs de placement et révélait des aspects encore plus sombres du réseau. Mes chers associés, suite à notre dernière assemblée, voici les nouveaux barèmes pour l'année 1775. Garçon de moins de 3 mois, constitution robuste, 1500 livres. Fille de moins de 3 mois, constitution robuste, 1000 livres. Enfant présentant des défauts, placement gratuit dans les hospices ou disposition selon les méthodes habituelles. Pour les clients particulièrement exigeants, nous proposons désormais un service de personnalisation permettant de modifier certains traits physiques des nourrissons moyennant supplément de 300 livres. Cette dernière phrase glaça le sang de sœur Bénédicte. Que signifiait cette personnalisation ? Quelles horreurs se cachaient derrière ce terme euphémique ? Un autre document lui apporta une réponse terrifiante. Il s'agissait du journal personnel du docteur Jean-Baptiste Moreau, médecin complice du réseau, dans lequel il détaillait ses expérimentations sur les nouveau-nés. Certains passages, rédigés dans un style clinique froid, décrivaient des tentatives de modification de la couleur des yeux par injection de substances chimiques, des greffes de cheveux pour changer leur couleur naturelle, et même des interventions chirurgicales pour corriger des traits jugés indésirables par les acheteurs. La plupart de ces expériences se soldaient par la mort des enfants, ce qui expliquait le nombre élevé de décès naturels enregistrés dans les registres officiels. Du couvent, sœur Bénédicte frissonna en lisant ces mots, les méthodes habituelles pour les enfants défaillants. Elle comprenait maintenant l'horrible vérité. Le retour de Marguerite Perrin avait mis le réseau en alerte. Sœur Bénédicte remarqua une multiplication des visites nocturnes au couvent. Des hommes en noir venaient s'entretenir avec sœur Agnès et leurs conversations, qu'elle surprenait parfois, tournaient autour du problème Perrin et des moyens de le résoudre définitivement. Un soir de janvier 1776, sœur Bénédicte entendit sœur Agnès déclarer à ses visiteurs « La femme devient dangereuse ». Elle a parlé à plusieurs sœurs de notre communauté. Certaines commencent à poser des questions embarrassantes. « Alors, il faut agir », répond une voix qu'elle reconnut comme celle de Villeneuve, comme pour les autres cas problématiques. Et les sœurs qui ont entendu ces accusations, il faudra peut-être envisager des mutations ou des retraites forcées. Cette conversation terrifiait sœur Bénédicte, qui comprit qu'elle était elle-même en danger. Elle avait été vue en compagnie de Marguerite Perrin et ses questions, répétées sur le sort des anciennes pensionnaires, n'étaient pas passées inaperçues. Le 15 janvier 1776, Marguerite Perrin disparut une seconde fois. Officiellement, elle avait quitté le couvent après avoir été rassurée sur le sort de son enfant. Mais sœur Bénédicte, qui surveillait discrètement la jeune femme, savait qu'elle ne serait jamais partie sans réponse. La nuit de sa disparition, elle avait entendu des bruits de lutte venant de la cellule où logeait Marguerite, puis le roulement caractéristique du carrosse des Villeneuve. 2 jours plus tard, un bûcheron découvrit dans la forêt proche
un corps de femme, défiguré, que les autorités identifièrent comme celui d'une vagabonde inconnue morte de froid. Sœur Bénédicte reconnut les vêtements de Marguerite Perrin. Comprenant que sa vie était menacée, sœur Bénédicte élabora un plan d'évasion. Elle dissimula les documents volés dans la doublure de sa Bible et prépara secrètement sa fuite. Son intention était de gagner Paris et de remettre les preuves aux autorités royales, en espérant que la justice du roi serait plus forte que l'influence des Villeneuve. Mais le réseau avait ses espions partout. La nuit du 3 février 1776, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le couvent par la porte de service, sœur Bénédicte fut interceptée par 3 hommes masqués. Ils la ramenèrent de force dans sa cellule et fouillèrent ses affaires jusqu'à découvrir les documents cachés. Édouard-Marie de Villeneuve apparut alors, le visage dur comme la pierre. « Ma sœur, dit-il d'une voix glaciale, votre curiosité vous a mené trop loin. Ces papiers ne vous concernent pas. » « Monseigneur, balbutia sœur Bénédicte, je n'ai rien vu, rien entendu. Je vous jure le secret. Le secret, ma sœur, ne se jure pas. Il se garantit par des moyens plus définitifs. » Villeneuve donna un ordre à ses hommes qui saisirent sœur Bénédicte par les bras. Mais au moment où il l'entraînait vers la sortie, une clameur s'éleva de la cour du couvent. Des torches apparurent, des voix d'hommes résonnèrent. Un détachement de la maréchaussée royale venait d'investir les lieux. Ce que Villeneuve et ses complices ignoraient, c'est que sœur Bénédicte avait pris ses précautions. Avant de tenter sa fuite, elle avait confié une lettre détaillée à son frère, Pierre Bénédicte, marchand à Limoges. Cette lettre contenait un résumé de ses découvertes et l'instruction de la remettre aux autorités si elle venait à disparaître ou à mourir dans des circonstances suspectes. Pierre Bénédicte, n'ayant pas eu de nouvelles de sa sœur depuis 3 semaines, avait respecté les consignes. Il avait porté la lettre au lieutenant général de police de Limoges, qui avait immédiatement organisé une perquisition au couvent Sainte-Marguerite. L'arrivée des forces de l'ordre transforma le couvent en champ de bataille. Villeneuve et ses hommes tentèrent de fuir, mais les issues étaient gardées. Dans la confusion, sœur Bénédicte parvint à s'échapper et à rejoindre les maréchaux, à qui elle remit les documents originaux qu'elle avait réussi à dissimuler dans sa chaussure. Les perquisitions révélèrent l'ampleur du scandale. Dans la cellule secrète, les autorités découvrirent 3 nourrissons en attente de placement, ainsi que des registres détaillés de toutes les transactions effectuées depuis 1773. Les caves du couvent recelaient un charnier contenant les corps de 17 nouveau-nés, tous marqués au fer rouge des armoiries des Villeneuve. L'enquête révéla que ces enfants étaient de ceux qui avaient été jugés non conformes par les acheteurs, prématurés, mal formés ou simplement trop faibles pour survivre au transport. Plutôt que de les laisser mourir naturellement, le réseau les avait éliminés pour éviter qu'ils ne deviennent des témoins gênants plus tard. L'interrogatoire de sœur Agnès, confrontée aux preuves, révéla les derniers secrets du réseau. La mère supérieure, brisée par l'évidence des charges qui pesaient contre elle, avoua tout. Le trafic avait commencé modestement en 1773, à l'initiative d'Édouard-Marie de Villeneuve, qui cherchait une solution pour sa propre épouse, stérile. Marguerite de Villeneuve, la marquise, ne pouvait avoir d'enfant depuis 10 ans de mariage. Cette stérilité menaçait la transmission du titre et de la fortune familiale. Édouard-Marie avait d'abord tenté d'acheter discrètement un enfant à une famille pauvre, mais l'opération s'était révélée risquée et insuffisante pour ses ambitions. C'est alors qu'il avait eu l'idée d'utiliser le couvent familial comme couverture. Le système était parfait. Les femmes enceintes arrivaient pour des raisons pieuses, accouchaient dans le secret, et leurs enfants étaient adoptés par des familles chrétiennes. Qui pourrait soupçonner une œuvre de charité? Le succès de l'opération avait attiré d'autres familles nobles confrontées au même problème. Le réseau s'était étendu, les tarifs avaient augmenté, et ce qui avait commencé comme une solution désespérée était devenu une entreprise criminelle d'envergure nationale. Les registres saisis révélèrent
que plus de 150 enfants avaient été vendus en 3 ans pour un profit total dépassant les 200 000 livres. Cette somme colossale permettait de comprendre pourquoi tant de personnalités influentes avaient fermé les yeux sur les activités du couvent. L'enquête judiciaire qui suivit l'arrestation révéla un réseau de complicité qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères de la société française. Maître Antoine Dubreuil, notaire royal à Limoges, avait falsifié plus de 80 actes de naissance sur 3 ans. Le docteur Jean-Baptiste Moreau, médecin réputé de la région, certifiait la bonne santé des enfants avant leur vente et fournissait de faux certificats de décès pour les mères récalcitrantes. Plus troublant encore, l'instruction révéla l'implication de Claude-Henri de Montcalm, intendant de la Généralité du Limousin, qui avait fourni des passeports falsifiés permettant le transport des enfants vers Paris et d'autres régions. En échange, Montcalm recevait une commission de 50 livres par enfant placé et la promesse que sa propre épouse, stérile depuis 15 ans, obtiendrait en priorité le prochain garçon de qualité. Les interrogatoires révélèrent aussi l'existence d'un système d'espionnage sophistiqué. Des informatrices avaient été placées dans les paroisses rurales pour identifier les femmes enceintes en situation de détresse. Ces informatrices, souvent des sages-femmes ou des servantes de curé, recevaient une prime de 10 livres pour chaque prospect qu'elles signalaient au réseau. Marie-Antoinette Dubois, sage-femme du village de Châteauvert, avoua avoir ainsi orienté plus de 30 femmes vers le couvent Sainte-Marguerite. Je leur disais que les sœurs s'occuperaient d'elles et de leurs enfants, expliqua-t-elle en pleurs lors de son interrogatoire. Je ne savais pas. Je croyais que c'était une œuvre de charité. L'enquête permit de reconstituer le destin tragique de nombreuses mères. Contrairement au registre officiel qui prétendait qu'elles étaient reparties dans leur famille, la réalité était bien plus sombre. Sur les 72 femmes qui avaient accouché au couvent entre 1773 et 1776, seulement 15 avaient effectivement quitté l'établissement vivantes et libres. 23 d'entre elles avaient été transférées dans des hospices d'aliénés, où elles étaient maintenues sous sédatifs et officiellement déclarées folles. Ces hospices, dirigés par des médecins complices du réseau, servaient de prison déguisée pour les femmes qui risquaient de témoigner. 18 autres avaient été contraintes de signer des contrats d'engagement comme domestiques dans des familles éloignées, souvent en Normandie ou en Bretagne. Ces contrats, d'une durée de 10 ans minimum, les coupaient de toute possibilité de retour et les réduisaient à un état proche de l'esclavage. Les 16 restantes, celles qui avaient osé réclamer leurs enfants ou menacé de porter plainte, avaient tout simplement disparu. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, mais les témoignages concordants des complices arrêtés suggèrent qu'elles ont été assassinées et leurs dépouilles disséminées dans les nombreuses forêts du Limousin. Marguerite Perrin, dont le corps avait été retrouvé en janvier 1776, était la seule victime officiellement identifiée. Son meurtre avait été déguisé en mort accidentelle, mais l'autopsie ordonnée par les autorités révéla des traces d'empoisonnement à l'arsenic et des blessures compatibles avec des coups violents. Le procès des membres du réseau s'ouvrit en septembre 1776 devant le Parlement de Bordeaux. L'affaire fit sensation dans tout le royaume. Les gazettes de Paris relataient chaque jour les révélations les plus choquantes, et l'opinion publique se passionnait pour ce qui était déjà surnommé l'affaire des enfants volés du Limousin. La salle d'audience du Parlement, avec ses voûtes gothiques et ses rangées de sièges en bois sombre, n'avait jamais accueilli une affaire d'une telle ampleur. Chaque jour, des dizaines de curieux se pressaient aux portes pour assister au débat. Les avocats de la défense, menés par maître Jean-François de Sartine, l'un des juristes les plus réputés du royaume, tentaient de minimiser les charges en invoquant les bonnes intentions de leurs clients. Édouard-Marie de Villeneuve, principal accusé, tenta d'abord de nier les charges. Ses avocats plaidèrent qu'il s'agissait d'une œuvre charitable mal comprise, destinée à sauver des enfants innocents de la misère et de l'abandon.
Mais les preuves documentaires étaient accablantes. Et les témoignages des complices ayant accepté de coopérer avec la justice ne laissaient aucun doute sur la nature criminelle de l'entreprise. L'audience la plus mémorable fut celle du 12 octobre 1776, quand le procureur général François-Marie Perrier présenta au juge les catalogues d'enfants découverts dans le bureau de sœur Agnès. Un silence de mort s'abattit sur l'assistance quand il lut à haute voix certaines des descriptions. Marie-Claire, 2 mois, yeux verts, cheveux auburn, sourire facile, convient pour famille désirant héritière de caractère agréable. Prix 1200 livres. Le public découvrit avec horreur que certains enfants avaient été réservés dès avant leur naissance sur la base de descriptions physiques de leur mère. Des familles nobles passaient littéralement commande d'enfants selon leurs critères esthétiques et leurs besoins dynastiques. Maître Dubreuil, le notaire complice, révéla sous la contrainte judiciaire l'existence d'un manuel de falsification qu'il avait rédigé pour former d'autres notaires au système. Ce manuel, d'une précision diabolique, expliquait comment créer de faux actes de naissance, comment antidater des documents et comment établir des généalogies fictives pour les enfants vendus. Le moment le plus dramatique du procès fut la confrontation entre Villeneuve et sœur Bénédicte. La religieuse, qui avait été placée sous protection judiciaire depuis sa libération, témoigna pendant près de 6 heures. Elle détailla méthodiquement les crimes dont elle avait été témoin, les documents qu'elle avait découverts et les conversations qu'elle avait surprises. Sa description de la nuit où elle avait assisté à l'enlèvement de l'enfant d'Élisabeth Girard fit frémir l'assistance. D'une voix ferme mais empreinte de douleur, elle raconta comment Villeneuve et son complice avaient arraché le nourrisson à sa mère, comment ils l'avaient emporté comme un vulgaire colis, et comment Élisabeth avait disparu le lendemain. Quand l'avocat de Villeneuve tenta de discréditer son témoignage en soulignant qu'elle avait violé son vœu d'obéissance en espionnant ses supérieurs, sœur Bénédicte répondit d'une voix ferme qui résonna dans tout le prétoire. « Monseigneur, il existe une obéissance plus haute que celle due aux hommes, l'obéissance à Dieu et à sa justice. Quand j'ai vu ces nouveau-nés marqués au fer comme du bétail, quand j'ai entendu ces mères supplier qu'on leur rende leurs enfants, j'ai compris que le diable avait pris l'habit de la piété. Mon vœu d'obéissance n'incluait pas la complicité dans l'assassinat d'innocents. » L'audience du 18 octobre révéla un aspect encore plus sordide de l'affaire. Le docteur Moreau, confronté à son journal personnel, fut contraint d'avouer ses expérimentations sur les nouveau-nés. Dans un silence pesant, il décrivit ses tentatives de amélioration des enfants selon les désirs des acheteurs. Injection dans les yeux pour en changer la couleur, application de teinture sur les cheveux des nourrissons, et même de petites interventions chirurgicales pour corriger des traits jugés indésirables. La plupart ne survivaient pas à ces modifications, avoua-t-il dans un murmure. Mais les familles payaient très cher pour obtenir l'enfant parfait selon leurs critères. Cette révélation provoqua un tollé dans l'assistance. Plusieurs dames s'évanouirent et le président du tribunal dut suspendre l'audience pour rétablir l'ordre. Le roi Louis XVI lui-même, informé de ces révélations, aurait déclaré selon les chroniqueurs de l'époque « Jamais la noblesse française n'était tombée si bas dans l'ignominie ». Le procès révéla aussi l'existence d'un système de garantie offert aux acheteurs. Si un enfant mourait dans les 6 premiers mois suivant l'achat, il était remplacé gratuitement par un autre nourrisson. Cette pratique commerciale cynique traitait littéralement les enfants comme des marchandises défectueuses qu'on pouvait échanger. Sœur Agnès, interrogée séparément, révéla que certaines familles nobles rendaient des enfants devenus indésirables, par exemple si l'enfant développait des problèmes de santé ou ne correspondait plus aux attentes de ses parents adoptifs. Ces enfants retournés étaient alors soit revendus à des familles moins exigeantes, soit tout simplement éliminés. La mère supérieure révéla également l'existence d'un service après-vente particulièrement macabre. Si les parents
adoptif décédait prématurément, le réseau proposait de récupérer l'enfant pour le revendre à une autre famille, moyennant une commission. Ainsi, certains enfants avaient eu 3 ou 4 familles successives, passant de main en main comme des objets. L'enquête prit une dimension nationale quand les autorités découvrirent les liens du réseau avec plusieurs familles de la haute noblesse parisienne. Les registres saisis au couvent contenaient les noms et adresses des clients qui avaient acheté des enfants. Certains de ces noms firent scandale. La marquise de Pomerol, cousine éloignée de la reine Marie-Antoinette, le comte de Broglie, proche du roi Louis XVI, le financier Samuel Bernard, l'un des hommes les plus riches de France. L'investigation parisienne révéla l'existence d'un second réseau, encore plus sophistiqué, opérant depuis l'hôtel particulier de la marquise de Pomerol rue Saint-Honoré. Cet établissement, officiellement un salon littéraire fréquenté par l'élite intellectuelle de l'époque, servait en réalité de showroom où les familles nobles venaient choisir leurs enfants. Les témoignages recueillis par les enquêteurs parisiens révélèrent des scènes d'une froideur glaçante. Les nourrissons étaient de présentés dans un salon luxueux, installé dans des berceaux dorés, tandis que les clients les examinaient comme on évalue du bétail. Certains demandaient à les entendre pleurer pour tester leur constitution, d'autres vérifièrent la souplesse de leurs membres ou la vigueur de leurs réflexes. La marquise de Pomerol elle-même, interrogée par les autorités royales, avoua avoir acquis 5 enfants sur 3 ans. Son témoignage révéla que le trafic s'étendait bien au-delà des frontières françaises. Des familles nobles d'Angleterre, d'Allemagne et même de Russie venaient faire leurs emplettes à Paris. Nous pensions rendre service à ces enfants, se justifia-t-elle. Ils passaient de la misère paysanne au luxe aristocratique. N'était-ce pas là une forme de charité? Ces révélations embarrassèrent profondément la cour de Versailles. Comment expliquer que des proches de la famille royale aient pu participer à un tel trafic? Le roi Louis XVI, soucieux de préserver la réputation de la monarchie, ordonna que l'enquête sur les clients parisiens soit menée dans le plus grand secret. Une correspondance secrète entre le roi et le lieutenant-général de police de Paris, découverte 100 ans plus tard dans les archives de la Bastille, révéla l'ampleur de l'embarras royal. Sa Majesté désire que cette affaire soit réglée avec la plus grande discrétion. Il serait malvenu que la réputation de certaines familles proches de la couronne soit entachée par ces révélations. Officieusement, plusieurs familles nobles furent contraintes de rendre les enfants qu'elles avaient achetés. Mais ces restitutions posèrent des problèmes juridiques et humains considérables. Comment expliquer à un enfant de 3 ou 4 ans que ses parents ne l'étaient pas réellement? Comment retrouver les vraies mères, souvent mortes ou disparues? Le cas le plus tragique fut celui du petit Jean-Baptiste, acheté en 1774 par la marquise de Pomerol. L'enfant, âgé de 4 ans au moment du procès, avait été élevé dans le luxe et choyé comme l'héritier de la famille. Sa vraie mère, Marie-Clotilde Rousseau, avait été retrouvée dans un hospice d'aliénés près de Clermont-Ferrand, dans un état mental dégradé par des années de sédatifs. La confrontation entre mère et enfant, organisée sous contrôle judiciaire, fut d'un pathétique poignant. Quand on présenta l'enfant à sa mère biologique, ni l'un ni l'autre ne se reconnurent. Jean-Baptiste, vêtu de soie et de dentelle, terrifié par cette femme aux cheveux gris et au regard vide, se réfugia dans les bras de sa fausse mère adoptive en pleurant. Marie-Clotilde, de son côté, fixait cet enfant bien habillé sans manifester la moindre émotion, comme si sa mémoire maternelle avait été effacée par les traumatismes subis. Mon fils avait les yeux bleus et une tache de naissance sur l'épaule, murmura-t-elle d'une voix absente. Cet enfant a les yeux verts et la peau parfaite. Ce n'est pas mon enfant. Les médecins confirmèrent que les expérimentations du docteur Moreau avaient effectivement modifié l'apparence de Jean-Baptiste. Ses yeux, naturellement bleus, avaient été injectés avec une solution à base de cuivre qui leur avait donné cette teinte verdâtre
et la tache de naissance avait été effacée par une technique de brûlure contrôlée. L'enfant était devenu méconnaissable, même pour sa propre mère. Le 15 mars 1777, le Parlement de Bordeaux rendit son verdict après 5 mois de procédure. Édouard-Marie de Villeneuve fut condamné à mort pour organisation criminelle, trafic d'enfants, assassinat et corruption. Sœur Agnès de la Croix reçut la même sentence pour complicité d'assassinat et violation de ses vœux religieux. Les autres membres du réseau furent condamnés aux galères à vie ou à des peines de prison de 10 à 20 ans. Le verdict fut accueilli par des acclamations dans tout le royaume. Pour la première fois dans l'histoire de France, des nobles étaient condamnés à mort pour des crimes contre des roturiers. Cette décision marquait un tournant dans la perception de la justice royale et annonçait les bouleversements révolutionnaires qui allaient suivre. Mais Édouard-Marie de Villeneuve ne fut jamais exécuté. La nuit précédant son exécution prévue, on le retrouva mort dans sa cellule de la conciergerie de Bordeaux. Officiellement, il s'était pendu avec ses draps, mais certains détails troublèrent les enquêteurs. Les liens qui l'entravaient étaient toujours en place. Ses mains portaient des traces de lutte et son corps ne présentait aucune marque d'asphyxie compatible avec une pendaison. Le geôlier de service, interrogé par les autorités, affirma avoir vu un homme en noir pénétrer dans la prison vers minuit, muni d'un laissez-passer signé d'un nom qu'il ne sut déchiffrer. Cet homme était ressorti 1 heure plus tard, toujours seul. Au matin, Villeneuve était mort. L'hypothèse d'un assassinat déguisé en suicide fut officiellement écartée, mais les témoignages concordants suggéraient que des complices encore libres avaient préféré faire taire définitivement Villeneuve plutôt que de risquer qu'il révèle d'autres noms sous la torture. Sa mort emportait avec elle les derniers secrets d'un réseau qui s'étendait probablement bien au-delà de ce qui avait été révélé. Sœur Agnès, elle, fut effectivement exécutée sur la place publique de Bordeaux, devant une foule nombreuse venue assister au châtiment de celle qu'on surnommait la religieuse du diable. Ces derniers mots, rapportés par l'aumônier de la prison, furent particulièrement troublants. Que Dieu pardonne à ceux qui m'ont mené sur cette voie. Je ne faisais qu'obéir aux ordres de mes supérieurs terrestres. Mais mes supérieurs avaient eux-mêmes des maîtres. Cette dernière phrase intrigua les témoins. Quels étaient ces maîtres auxquels faisait allusion la mère supérieure? Son exécution emporta cette révélation dans la tombe. L'affaire des Villeneuve eut des répercussions profondes sur la société française de la fin du XVIIIe siècle. Elle alimenta la méfiance grandissante du peuple envers l'aristocratie et contribua au discrédit de l'Ancien Régime. Les pamphlets révolutionnaires de 1789 citèrent souvent ce scandale comme preuve de la corruption morale de la noblesse. Plus immédiatement, l'affaire provoqua une réforme du système de contrôle des couvents et établissements religieux. Louis XVI ordonna que tous les couvents du royaume soient inspectés par des commissaires royaux et que leurs registres soient régulièrement vérifiés par les autorités civiles. Une ordonnance royale de 1778 interdit formellement l'adoption d'enfants sans l'accord écrit et authentifié des parents biologiques et créa un système de suivi des enfants placés. Ces mesures, bien qu'insuffisantes, marquèrent les premiers pas vers une protection légale de l'enfance en France. Mais le plus troublant, c'est ce qui ne fut jamais élucidé. L'enquête avait révélé l'existence de couvents partenaires dans d'autres régions de France, mais les investigations dans ces établissements furent mystérieusement interrompues en 1778. Plusieurs dossiers disparurent des archives judiciaires et certains témoins clés furent retrouvés morts dans des circonstances suspectes. Il est probable que des réseaux similaires continuèrent d'opérer, protégés par des complicités plus hautes encore que celles révélées lors du procès des Villeneuve. Le pouvoir royal, désireux d'éviter un scandale plus vaste qui aurait ébranlé les fondements de la monarchie, préféra étouffer ces investigations. Sœur Bénédicte, l'héroïne malgré elle de cette affaire, ne connut pas le repos qu'elle méritait. Après le procès,
Elle demanda à être relevée de ses vœux et à retourner à la vie civile. Sa demande fut acceptée par l'évêque de Limoges, mais sa notoriété lui rendit la réinsertion difficile. Beaucoup la considéraient comme une traîtresse qui avait violé le secret de confession et trahi sa communauté religieuse. D'autres, au contraire, en faisaient une sainte laïque qui avait eu le courage de dénoncer la corruption. Cette célébrité ambiguë la rendit vulnérable aux vengeances des complices encore libres. En 1780, Marguerite Bénédicte, elle avait repris son nom de baptême, fut retrouvée morte dans sa modeste maison de Limoges. La cause officielle fut une fièvre maligne. Mais son frère Pierre nota dans une lettre que sa sœur avait reçu plusieurs lettres de menaces dans les semaines précédant sa mort, et qu'elle se plaignait de malaises étranges après ses repas. L'empoisonnement était probable, mais jamais prouvé. Marguerite Bénédicte emporta dans la tombe les derniers secrets de l'affaire Villeneuve. Avec sa mort disparaissait le principal témoin d'un scandale que beaucoup préféraient oublier. Dans les années qui suivirent, une étrange amnésie collective sembla frapper la région du Limousin. Les habitants de Châteauvert cessèrent de parler du couvent détruit, comme si l'édifice n'avait jamais existé. Les archives paroissiales de l'époque furent accidentellement détruites dans un incendie en 1785, effaçant toute trace officielle de l'existence de Sainte Marguerite. Les familles qui avaient perdu des filles dans le réseau préférèrent le silence à la honte publique. Dans cette société où l'honneur familial primait sur la justice, il valait mieux oublier qu'avouer avoir eu une fille déshonorée mêlée à un tel scandale. Seuls quelques documents échappèrent à cette épuration mémorielle. En 1847, soit 70 ans après les faits, un érudit local nommé Félicien Montambeuf découvrit dans les archives privées d'un notaire de Limoges un dossier complet sur l'affaire Villeneuve. C'est cette découverte qui permit aux gendarmes de localiser l'emplacement exact de l'ancien couvent et d'y effectuer les fouilles qui révélèrent les ossements des 17 nourrissons. Cette redécouverte macabre en 1847 relança brièvement l'intérêt pour l'affaire, mais la révolution de 1848 et les bouleversements politiques qui suivirent détournèrent l'attention publique. Le dossier Montambeuf fut classé sans suite et disparut à nouveau dans les méandres de l'administration. Aujourd'hui encore, les habitants de l'ancienne région de Châteauvert évitent de parler de cette histoire. La colline où s'élevait le couvent Sainte-Marguerite n'a jamais été réoccupée. Les tentatives de construction dans les années 1920 et 1950 ont toutes échoué. Les ouvriers trouvaient régulièrement des ossements dans le sol et plusieurs accidents inexpliqués ont marqué ces chantiers avortés. Les historiens locaux estiment que l'affaire Villeneuve ne représentait que la partie visible d'un système plus vaste de trafic d'enfants qui sévissait dans la France d'Ancien Régime. Combien de couvents, d'hospices, d'orphelinats servèrent de couverture à des réseaux similaires? Combien d'enfants ont été arrachés à leur mère pour satisfaire les désirs d'une noblesse décadente? Ces questions demeurent sans réponse. Les révolutions, les guerres et les destructions d'archives ont effacé la plupart des traces. Mais parfois, des découvertes fortuites rappellent que le passé garde ses secrets. En 1923, la démolition d'un ancien hospice de Clermont-Ferrand révéla une cave murée contenant les squelettes de 12 femmes jeunes. En 1967, des travaux routiers près de Périgueux mirent au jour une fosse commune avec les restes de 15 nouveau-nés datant du XVIIIe siècle. Chaque fois, les autorités classent ces découvertes comme des sépultures historiques sans intérêt judiciaire. Chaque fois, l'enquête est rapidement close et les ossements discrètement réinhumés, comme si certaines vérités étaient trop dérangeantes pour être totalement révélées. Alors que nous arrivons au terme de ce récit terrifiant, une question subsiste. L'affaire Villeneuve fut-elle réellement un cas isolé ou révéla-t-elle l'existence d'un système plus vaste et plus ancien de trafic d'enfants dans la France d'Ancien Régime? Les quelques documents qui ont survécu aux destructions
suggère que des réseaux similaires opéraient dans d'autres régions. Une lettre interceptée en 1776 par les autorités mentionne des maisons partenaires en Provence, en Bretagne et même en Alsace. Un rapport de police de 1778, retrouvé dans les archives secrètes de la Bastille après sa prise en 1789, évoque des arrangements commerciaux concernant le placement d'innocents, impliquant des familles nobles de toute l'Europe. Mais ces indices ne furent jamais exploités. Les autorités de l'époque préférèrent circonscrire le scandale au seul cas Villeneuve, de peur que des investigations plus poussées ne révèlent l'ampleur réelle de la corruption nobiliaire. Aujourd'hui, près de 2 siècles et demi, après ces événements, nous ne pouvons que nous interroger. Combien d'autres sœurs bénédictes ont gardé le silence par peur ou par résignation? Combien d'autres Marguerite Perrin ont disparu sans laisser de traces? Combien d'enfants ont été vendus, marqués, éliminés dans l'indifférence générale d'une société qui fermait les yeux sur les crimes de ses élites? L'histoire officielle a effacé la plupart de ces questions dérangeantes. Mais parfois, lors de travaux ou de fouilles archéologiques, la Terre révèle encore ses secrets enfouis. Et chaque découverte macabre nous rappelle que la France d'Ancien Régime cachait, derrière ses fastes et ses cérémonies, des abîmes de cruauté que nous n'avons peut-être pas encore totalement explorés. Vous qui m'avez écouté jusqu'au bout, vous croyez-vous que toute la vérité sur l'affaire Villeneuve a été révélée? Pensez-vous que d'autres réseaux similaires ont pu échapper à la justice? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire troublante. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres mystères de l'histoire française et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ne craignent pas de regarder en face les zones d'ombre de notre passé, car il est des vérités qui, même ensevelies sous les siècles, finissent toujours par ressurgir.